Bonjour à tous chers éveillés, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui avec Virginie pour sa lecture de fréquence expérimentale. Je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. Alors, je vais dire bonjour à tous ceux qui vont nous écouter et nous sommes donc aujourd'hui avec Virginie pour sa lecture de fréquence expérimentale. Alors, ce que j'ai vu pour la... Alors, il m'a été donné deux vies, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La première des vies, c'est que je vois tout de suite une petite fille au bord de l'eau. C'est une petite fille qui est blonde, je la vois de dos, et elle a 6-7 ans. Je la vois habillée d'une simple, alors moi je dis robe, mais je ne sais pas vraiment si c'est une robe, je pense que c'est plutôt comme une chemise de nuit, quelque chose qu'on met en dessous les vêtements. Blanche, ça m'a l'air d'être du lin, vous voyez, un tissu très fin. Donc elle est pieds nus, voilà, et elle regarde l'eau. Alors elle regarde, là je vois son visage et elle regarde l'eau très fixement. Elle est, comme on dit, elle a un regard, vous savez, elle est hagarde. Vous voyez ce que ça veut dire? Elle est, elle sait plus où elle est, quoi. Elle est complètement figée. C'est comme si on avait fait, vous voyez, arrêt sur image. Elle est vraiment comme ça. Alors après, je vois dans la vision que j'ai eue, donc je vois cette petite fille de dos. Ensuite, on me la montre pour me montrer son visage et ses yeux surtout, son expression. Et ensuite, derrière elle, je vois un village qui brûle. Alors, c'est pas un village vraiment, c'est un espèce de campement. J'ai envie de dire ça comme ça. Ce sont comme des maisons un peu, je vois beaucoup de paille, voilà, je vois pas vraiment de maisons en dur. Et là, on me donne la date, on me dit qu'on est 730 avant Jésus-Christ, pardon. D'accord. Donc 730 avant Jésus-Christ. Alors, on m'explique que toute sa famille a cette petite fille. Donc cette petite fille, vous l'avez deviné, c'est vous, bien évidemment. Oui. Toute sa famille a péri parce que le village s'est fait attaquer, on me dit, par des barbares. Voilà. Alors, on me donne son prénom, qui est un prénom étranger. Donc, j'ai orthographié comme j'ai entendu. Je ne vous garantis pas l'orthographe. J'ai entendu Zgurd. Gurde. Non, il y a un S avant. Zgurd. Vous voyez, moi je l'ai écrit S-G-U-R-D. Comme je l'ai entendu. Zgurd. D'accord. D'accord. Alors, on me dit qu'elle est d'une famille de paysans, de cultivateurs. Donc, je pense que c'est des céréales, comme du blé ou quelque chose dans le genre. Vous voyez? D'accord. Alors, là, on rentre dans un pan de la lecture qui va pas être super facile. Donc, accrochez-vous parce que, voilà, je vais essayer de faire light, mais je suis obligée de vous dire tout ce que j'ai vu. Oui. D'accord? Oui. Donc, cette petite fille, lors de l'attaque, a vu sa mère se faire violer avant de mourir. Elle a vu son père euh, se faire immoler, donc le feu, devant elle. Et en fait, elle a réussi à sauver un bébé. Alors ce bébé est son petit frère. Et parce que en fait, sa mère, quand en fait l'attaque a été, bien évidemment, vous vous en doutez, enfin rapide, il s'y attendait pas. C'était voilà. Donc sa mère, en fait, avant de mourir, alors, pendant qu'elle se faisait violer, enfin voilà, je vous dis tout parce que voilà, les images sont encore bien présentes, lui crie, sauve-toi et emporte ton petit frère. D'accord. Voilà, donc elle l'a emmené, elle a trouvé un panier, elle l'a mis dans le panier et elle est partie avec le panier. Et c'est là qu'elle se retrouve devant l'eau, en fait. Elle s'est réfugiée. Alors j'ai l'impression que c'est un lac. J'ai pas l'impression que ce soit une rivière ou c'est plutôt de l'eau immobile. D'accord. Ou alors c'est symbolique, parce que l'immobilité de l'eau fait aussi que toc, ces émotions se. L'eau, ça symbolise les émotions et les émotions se. Mais bon, généralement,
euh, voilà, pour moi c'est un lac, hein, voilà. D'accord. Alors le bébé pleure, hein, on est retourné là devant l'eau, hein. Donc le bébé Ouais. pleure derrière elle, alors elle est choquée et elle n'arrive pas à revenir à elle, hein. Elle a du mal à revenir, comme qui dirait, à la réalité, quoi, finalement. Et, on me fait sentir les sentiments qui la parcourent, et elle est encore dans la peur euh, énorme qu'elle a ressentie, hein, la peur. Alors on m'explique que c'est la peur pour elle, et qu'elle a un double sentiment, c'est-à-dire qu'elle a peur pour elle, donc elle sait déjà que sa mère et son père sont morts, et elle se culpabilise d'être vivante en fait. Vous voyez? D'accord. Euh, et elle se culpabilise aussi d'avoir eu peur pour elle, puisque elle est vivante et non pas ses deux parents, hein. Donc, alors, bon, effectivement, non seulement elle a vu son père et sa mère se faire massacrer, mais elle a vu tous les gens pratiquement de son village durant son parcours où elle s'est enfuie. Voilà, c'était partout la même chose, hein. Voilà. D'accord. Alors, on m'indique l'endroit, sans précision vraiment, mais on me dit que c'est dans le nord de l'Europe. Alors, pour moi, c'est dans un pays froid, comme la Norvège, la Scandinavie, je sais pas, quelque chose, un pays nordique, vraiment. Et on m'explique que les barbares, enfin, je les vois, ils ont des traits asiatiques. Mais je pense pas que ce soit des asiatiques comme on peut le dire aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt comme des Mongols, vous voyez? La D'accord. Mongolie. Euh, ce sont des gens très costauds, très... euh, Trapu, oui. oui, voilà, assez trapus, petits, trapus, costauds, quoi. Vraiment avec une force physique, une grande force physique et une grande cruauté. D'accord. Euh, et je vois des hommes à chevaux, enfin à cheval, voilà. D'accord. Donc cette petite fille, forcément, là vous allez bien le comprendre, se sent complètement abandonnée. Oui. Et elle revoit aussi, elle a des images pendant qu'elle est devant l'eau, là. Elle revoit aussi sa grande sœur. Elle avait une grande sœur qui s'est fait maltraiter aussi par un assaillant, hein. Et cette grande sœur se fait, euh, bon, je vais dire le mot tel que je l'ai noté, hein, embrocher. Euh, voilà. D'accord. Bon, c'est pas très gai, hein, mais en même temps, il faut bien Oui, oui. comprendre qu'on est là pour travailler des blessures, hein. Donc, Tout à fait, forcément, oui, oui. voilà. Alors, elle n'arrive pas à décrocher de ses visions. Et on m'explique que, donc, au bout d'un moment, voilà, elle va être recueillie par des survivants donc du village, hein, quelques personnes, alors ils sont pas nombreux, quelques personnes qui, qui, qui prêtent attention à elle et enfin, elle est recueillie, Survivant, oui. voilà. Donc ils la connaissent bien, etc. Alors là, on passe le temps, hein, elle grandit et elle va se consacrer à l'éducation de son petit frère. Elle va décider voilà, de s'occuper de son petit frère. Et elle n'aura jamais d'enfant. Elle fera le souhait de ne pas se marier. Et en fait, c'est comme si elle s'infligeait une autopunition. Vous voyez? D'accord. Elle s'empêche, on m'a dit, elle s'empêche d'être heureuse, elle-même. C'est-à-dire qu'elle va Ah donner oui. du bonheur aux autres, mais alors forcément que le bonheur des autres va la remplir un petit peu elle-même, mais elle ne s'octroiera pas de bonheur personnel. En revanche, elle va être considérée, beaucoup considérée, elle va être très respectée au sein de sa communauté, de son village qui se repeuplera un petit peu au fil des années. D'accord. Euh, Elle va être très respectée pour sa dévotion, tout le monde sera au courant de son histoire, et son abnégation, on m'a dit. D'accord. Donc elle va mourir avec les honneurs, donc je vois son enterrement, hein, c'est un enterrement en grande pompe, on va dire, hein.
Et c'est un peu, elle a été considérée dans sa deuxième partie de vie, si vous voulez, comme un peu la mère et la grand-mère de tout le monde au niveau du village, voyez. Et D'accord. on m'indique aussi qu'on va la consulter pour avoir des conseils. Ce sera une personne considérée comme sage. Alors c'est ni un gourou, ni un, vous voyez, ni un druide, ni je sais pas quoi encore, mais Mhm. c'est la personne référente. Quand on a un problème, on vient lui demander conseil parce que le fait qu'elle ait eu toute cette dévotion et cette abnégation, bah, force la, voilà, on la considère hautement en fait. Donc elle va mourir comme ça. Alors elle n'a pas de mort brutale, elle meurt de sa belle mort, de vieillesse en fait. Euh, D'accord. voilà, mais elle sera très appréciée durant toute sa vie. Mais elle fait des choix un peu durs pour elle-même. D'accord. Voilà. Alors, on part pour la deuxième vie, Virginie? Oui, allez-y. Allez, c'est parti. Alors, là, la première chose que je vois, c'est un château fort. Alors, pas un château fort, pas les gros, hein. C'est juste un donjon, on me montre. On Oh, me... mince alors. Oh bah oui, mince alors, mais... Euh, non, parce que quand ils m'ont dit château fort, j'attendais de voir un château, un château comme on voit sur les collines, etc. Vous voyez. Mais alors, c'était pas ça du tout, hein. Donc, c'est une tour, en fait. Une grosse, grosse tour. D'accord. Enfin, quand je dis grosse, c'est, oui, grosse au niveau de la circonférence, mais assez haute, hein. Et alors là, on me donne tout de suite la date. On est en 320. Alors là, pour le coup, après Jésus-Christ. Donc on a avancé dans notre temps à nous. C'est ça. Vous êtes encore une femme. Bien. On me dit que vous êtes la fille d'un seigneur. D'accord. Alors on me dit, bah, c'est pareil que le château fort, c'est un petit seigneur. Oui. Alors, on m'explique qu'il a que quelques terres. Il a pas beaucoup de biens. Mais alors, on verra après. Il a quelques terres. Vous habitez dans le donjon, hein. Vous habitez dans ce D'accord. donjon-là. Mais donc c'est une grande tour. Euh, on me donne votre prénom. Vous vous appelez. Alors là, il va être facilement audible. Vous vous appelez Guenièvre. Euh, D'accord. Voilà, Guenièvre. Très bien. Alors, il y a beaucoup de mouvements hein, dans cet endroit, hein. C'est-à-dire que cette grande tour-là, pour vous camper un peu le paysage, cette grande tour-là, elle est entourée de palissades qui sont très hautes. Alors, je vois des palissades en bois avec des pics au bout. Et, euh, et vous avez à l'intérieur de cette, on pourrait dire, de cette cour, vous avez des petites maisons quand même, hein, des petites maisonnées. Voilà, bon, c'est pas très folichon, mais D'accord. voilà, il y a des petites maisonnées. Je pense que c'est les paysans qui habitent, voilà, les gens qui sont au Ouais. service de ce seigneur-là qui habitent là. Alors je vois, il y a des poules, voilà, il y a tout un truc de basse-cour. Je vois aussi de la terre boueuse, enfin bon. Et alors en plus de ça, on me montre la scène quand il pleut et il fait très froid. Donc D'accord. c'est pas Jojo, quoi. C'est comme un peu aujourd'hui, si vous voulez. D'accord. Bon. Vraiment le froid, vous voyez la pluie qui rentre dans les eaux et qui mouille, quoi, et qui fait froid, hein, vraiment. D'accord. Je crois qu'on m'a donné l'endroit, mais je sais pas, on va peut-être le voir après. Oui, voilà, on est en Normandie. Bon. C'est la D'accord. Normandie, ouais. On me donne votre âge, vous avez 14 ans. Enfin, quand je vois la scène, hein, vous avez 14 ans. D'accord. Alors, vous apprenez que votre père veut vous marier à un riche seigneur, là, pour le coup. D'accord. Alors, c'est là où on m'explique que votre père n'a pas beaucoup de terre en soi, hein, il est pas, c'est pas, il n'en a pas beaucoup, beaucoup, mais il a des terres très riches. On m'explique au niveau de la terre est très riche, très prolifique. Donc, elle a un coût, si vous voulez, cette terre est pour ça. C'est pas en nombre, ça va être en qualité plutôt. D'accord.
voyez, tout ce qui cultive, bah, c'est super parce que tout vient à point, etc. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, du coup, ben, elle a beaucoup de valeur, cette terre. D'accord. Donc, alors, non seulement il a des terres donc très prolifiques, mais vous, vous êtes extrêmement jolie. Ce qui est plutôt rare à cette époque-là de ce que je vois, hein. D'accord. Voilà. Donc vous avez les traits assez fins, vous êtes coquette, vous êtes toute mignonne, enfin vous êtes très jolie. Vous êtes brune. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, je vous vois, donc je vous le dis. Alors vous, dans votre fort intérieur, vous êtes très honoré d'épouser un grand seigneur. Donc vous accueillez la nouvelle avec grand bonheur, hein. Bon, tant mieux. Euh, Voilà, on m'explique aussi que vous accueillez cette nouvelle plutôt de façon positive parce que vous savez qu'en épousant ce grand seigneur, vous allez monter au niveau de l'échelle sociale également, hein. Oui. Voilà. Alors là, on fait un petit flashback sur votre enfance. On me dit que vous avez perdu votre mère et qu'elle est morte en couche en vous donnant la vie, en fait. Et D'accord. votre père vous le reproche sans cesse. En fait, il n'arrête pas de vous dire que bah, c'est à cause de vous que votre maman est décédée, etc. Et voilà, il est tout le temps dans le reproche, votre père. D'accord. Alors, on vous prépare également à votre prochaine vie de femme, hein, donc on vous prépare je sais pas comment ça s'appelle, des vêtements, vous voyez, je vois un coffre, on y met des choses, voilà, comme une dot, voilà, comme une dot, vous voyez, des choses avec lesquelles vous allez pouvoir partir. Alors, vous, vous êtes anxieuse, mais en même temps, vous avez très hâte, hein. Il y a une espèce de double sentiment comme ça, entre de l'anxiété quand même, parce que vous vous lancez dans le vide, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, et de l'excitation, parce que c'est quelque chose de nouveau, hein. Ça se comprend, oui. Voilà. Vous avez conscience que vous êtes une monnaie d'échange pour votre père, hein, que lui, en fait, vous marie pour accéder aussi, lui, à autre chose. Mais vous n'en faites pas trop cas parce qu'on m'explique qu'à l'époque, ce sont les usages, hein, c'est pas non plus... Mhm. Voilà. Aujourd'hui, C'est ça. voilà, on prendrait fait et cause pour cette jeune fille. À l'époque, tout ça semble tout à fait normal, hein. Alors, vous savez que votre père ne vous aime pas. D'abord parce Oui. qu'il vous reproche sans cesse que voilà, vous avez votre maman est décédée à cause de vous. Mais donc vous comprenez aussi que comment dire, on m'explique que physiquement vous ressemblez beaucoup à votre maman. Donc vous vous dites que votre père a du ressentiment envers alors, vous comprenez, pardon, excusez-moi, vous comprenez que votre père a du ressentiment envers votre mère, mais vous ne savez pas pourquoi. Donc, vous vous dites que c'est peut-être parce que, alors, pourquoi il vous aime pas? Vous vous dites que vous ressemblez à votre mère, il vous le dit sans cesse, et comme elle est décédée, bon, ça peut être une cause, vous voyez, qu'à chaque fois qu'il vous regarde, il voit votre maman, sa femme l'a abandonnée en quelque sorte, puisque elle est morte. Enfin, vous voyez cet état d'esprit, Oui. hein. Mais vous doutez quand même. Vous savez bien qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas quoi. Vous n'arrivez pas à savoir quoi. Et vous en souffrez quand même, hein. Votre père ne vous aime pas, quoi. Oui. Alors, lui s'est remarié très vite et il a eu d'autres enfants. D'accord. Avec qui enfin, alors, vous entendez pas du tout ni avec la belle-mère ni avec les enfants, hein, comme ça c'est fait. En fait, c'est eux qui non plus ne vous aiment pas, hein. D'accord. Euh, alors, votre belle-mère, on m'explique qu'elle ne prête aucune attention à vous, malgré le fait qu'elle ait fait partie de votre vie très très jeune, hein. Il s'est remarié assez rapidement, votre père. Alors, cette prochaine union, donc la vôtre qui doit avoir lieu, vous inspire car vous espérez, en fait, là on m'explique vos sentiments, vous espérez vous recevoir enfin de l'amour, hein, de quelqu'un, de votre époux donc.
On m'explique aussi que vous êtes une personne d'apparence très calme, mais qu'à l'intérieur, c'est l'effervescence, hein, souvent. Donc, on m'explique que vous n'êtes pas du tout démonstrative au niveau de vos sentiments. Vous pouvez très bien avoir un sentiment de colère très forte, mais que ça ne se voit pas forcément à l'intérieur. Donc, là, on m'explique que les gens ont du mal à vous cerner, hein, puisque vous n'êtes pas voilà, vous n'êtes pas démonstratif. Donc, du coup, les gens ont du mal vous êtes un petit peu mystérieuse de ce côté-là, hein. Euh, alors, on m'explique aussi que vous avez déjà rencontré votre futur époux, vous l'avez déjà vu, vous savez qu'il est beaucoup plus âgé que vous, alors on m'explique qu'il a 34 ans, et que pour vous, c'est presque un vieillard, hein. Vous voyez? Il y a une différence énorme. Mais ça vous embête pas. Vous attachez pas à ça, vous espérez avoir de l'affection, de l'amour, trouver votre place en fait. Donc vous désirez votre but dans la vie, c'est être marié, avoir des enfants et être comblé affectivement. Voilà, ça c'est votre but de vie. D'accord? Alors, je vois vos noces qui sont célébrées en grande pompe, hein. Voilà, tout se passe bien. Sauf qu'arrivé à votre nuit de noces, là, ça se passe un peu moins bien. Parce que votre époux est ivre et il ne se comporte pas très tendrement, même voire brutalement, hein, pour honorer la nuit de noces. Il se contente, on me dit, de faire simplement son devoir, mais alors de façon très brutale. On m'a dit même bestiale, hein. Donc forcément, c'est pas ce à quoi vous vous attendez, hein. Vous attendiez, pardon. Donc vous êtes déçu, vous pleurez, je vous vois pleurer, mais tout ça dans la discrétion la plus totale, hein. Vous ne faites pas à nouveau pas part de vos sentiments à votre époux. De toute façon, il n'y a pas de dialogue, hein, il n'y a rien du tout, hein, voilà. Mais là encore, vous allez garder espoir, vous allez vous dire, bon, c'est la première fois, etc. Vous trouvez toujours de la matière pour continuer, voyez. Vous espérez aussi le faire changer. Vous vous dites, bon, ça s'est fait comme ça une fois, mais peut-être que, voilà. Et puis, vous vous dites que vous n'avez pas grande expérience en la matière, puisque c'est votre première fois, hein, voilà. Et que c'est certainement aussi normal que ça se passe comme ça. Voilà. Alors, la situation va... Alors là, après cet événement, la situation va vite se dégrader. Et là, on rentre dans la dernière partie de la lecture. Parce que votre époux va apprendre que votre père, en fait, n'est pas votre vrai père. Alors, la façon voilà, exactement, la façon que votre père a eu de vous marchander, en fait, lui, votre père, il se, comment vous dire, il se lèche les babines, hein, en révélant à votre époux que vous n'êtes pas légitime. Vous voyez, c'est une espèce de vengeance de sa part. Donc c'était prévu, c'était concocté, hein, comme un espèce de petit plan machiavélique. Et vous, ça vous met dans une situation des plus dangereuses. Donc on m'explique que en fait votre mère a fauté, on m'a dit, donc c'est-à-dire qu'elle a eu des relations avec un homme qui n'était pas votre père, et donc vous êtes né de cette union. Et c'est un homme qui a été donc mis à mort par votre père, donc il a été tué, parce qu'il a été très vite au courant de cette affaire-là, parce que votre mère est tombée enceinte. Je pense que votre mère, alors ça c'est ce qu'ils me disent maintenant, votre mère avait des sentiments pour cet homme, et je vois un homme de basse classe. Alors c'est pas péjoratif dans ma bouche du tout, c'est juste pour vous situer un petit peu. C'est-à-dire que je pense que c'était un palefrenier, celui qui s'occupe des chevaux. Voilà. Mais il y avait un réel... Amour. Oui.
Alors, amour, je ne sais pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps, malheureusement, mais il y avait de réels sentiments en tout cas. Hein. D'accord. Et je pense que c'est ça que votre père n'a pas du tout supporté en fait. Alors, vous êtes averti par votre époux qui vous le dit sans ménagement, très brutalement, comme d'habitude en fait, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est un être comme ça. Donc vous êtes abasourdi, mais en fait, vous remettez tout. C'est comme si on m'a montré un puzzle qui, vous voyez, une pièce par une pièce, vous recollez les morceaux et vous comprenez en fait que bah, le non-amour de votre père jusqu'à maintenant et le ressentiment si fort envers votre mère. Ce que vous n'arriviez pas à comprendre, vous le comprenez en un instant. Hein. Alors, votre époux vous signale qu'il ne veut plus de vous. Voilà, parce qu'il a été floué, on va dire, sur la marchandise. C'est douloureux, mais c'est comme ça. Mais malheureusement, votre père, là encore, gagne, enfin, si j'ose dire, parce que le marché a été passé, le mariage a été fait, et on ne me montre pas l'issue, si vous voulez, une autre issue que celle de vous mettre complètement de côté et lui de refaire sa vie autrement. D'accord. Alors, là, je vous ai parlé comme ça. Maintenant, je vais voir mes notes. A été passé... oui, alors, le marché, c'était les terres promises à la mort de votre père, en fait. Votre mari devait récupérer les terres. En fait, c'était ça, le marché. Donc, ça tient plus, puisque vous n'êtes pas la fille de votre père. Donc, ça ne tient plus. Oui, comme vous dites, oh là là. Donc, il va plus s'occuper de vous. Je vous dis, hein, il vous met complètement de côté. Et là, on arrive sur la toute fin de la lecture. Il va prendre une autre épouse avec laquelle il aura des enfants. Et vous allez être totalement privé, on m'a dit, de vivre, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez regarder les autres vivre à votre place. Et pendant tout, de 14 ans à 20 ans, et on me dit qu'à l'âge de 20 ans, alors je vous vois cloîtré hein, pratiquement, vous n'avez pas accès à l'extérieur, c'est comme si on vous avait un peu emprisonné hein, finalement. Hein. Vous avez à manger, vous êtes bien traité, vous êtes bien habillé, tout ça, mais vous n'avez aucun accès à l'extérieur, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas, il se passe rien quoi en fait. Hein. Vous êtes complètement isolé dans votre pièce là, voilà. Et quand vous allez avoir 20 ans, vous n'allez plus pouvoir supporter cet état de fait et vous n'allez plus pouvoir, là pour le coup, comme vous faisiez avant, vous projeter et vous dire bon ça ira mieux demain, hein, je vois une issue, je continue et vous allez vous jeter en fait du haut du donjon. Et alors là c'est terrible parce que vous sautez donc du haut du donjon, hein, je vois de toute façon il n'y a pas de fenêtre, hein, je vois un truc vide, vous sautez par cet encadrement en fait et vous allez tomber et vous n'allez pas mourir sur le coup, vous allez mourir dans d'horribles souffrances. Hein. Ça dure assez longtemps avant que vous ne mouriez et bah, c'est terrible parce que vous souffrez énormément. Hein. Le fait de tomber bah, vous a complètement cassé en 1000 morceaux, mais vous n'êtes pas morte sur le coup, donc du coup, ben, vous allez mourir parce que votre corps n'est plus en état de fonctionner, mais c'est long et douloureux. En ressassant tout cet échec, enfin, ce qui vous semble être un échec, voilà, hein, de ne pas avoir réussi à mener les choses à bien, et voilà. Donc voilà pour ces 2 lectures, Virginie. Alors moi je vais arrêter, pour ma part, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis nous, on va continuer à discuter après. D'accord ? Ça marche. Voilà, chers éveillés, j'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.